les débuts de la domestication. Donc, quelle est l'origine des plantes cultivées? Cette carte nous montre que les plantes cultivées ont des origines géographiquement variées qui dépendent des espèces sauvages qui étaient présentes dans ces différents points du globe. Par exemple, le riz au niveau d'un foyer indien, mais aussi d'un foyer chinois ou d'un foyer africain. Le maïs dont on va parler, lui, provient du Mexique. Dans la majorité des cas, on voit qu'il y a un grand nombre d'espèces dont la domestication remonte à 7, 8, 9, voire 10 000 ans, ce qui correspond à la sédentarisation de l'homme. En effet, au début de son histoire, l'homme était en mode chasseur-cueilleur, donc il se déplaçait pour trouver de la nourriture. Et puis, au moment où il a choisi de se sédentariser, il fallait que les sources de nourriture soient à proximité des lieux de vie. C'est là qu'il a commencé à cultiver des plantes et à élever des animaux. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire de l'homme, il y a eu une domestication progressive des espèces utilisées par l'homme. Et donc, on va voir maintenant la comparaison des plantes sauvages et domestiquées. Et donc, premier exemple, la carotte sauvage ou la carotte cultivée, on voit une différence importante au niveau de la racine quant à sa taille et qui est beaucoup plus développée chez la carotte cultivée et la couleur orangée, donc plus riche en carotène. Donc ici, on voit bien que ça correspond à la partie qui est consommée. Là, on a un autre exemple avec le chou. Et donc, on a ici le chou sauvage et là toute une grande variété cultivée. Donc, des différences morphologiques importantes, mais on a aussi une différence au niveau du goût. Les variétés cultivées sont beaucoup moins amères que le chou sauvage qui est très amer. Au niveau de la carotte, j'y reviens 2 secondes. Donc, on a une augmentation de la teneur en carotène qui est importante pour le fonctionnement du corps humain. Et ça s'accompagne aussi d'un enrichissement en d'autres molécules organiques. Donc on a des différences morphologiques, mais qui s'accompagnent aussi de différences de composition en molécules organiques et donc d'un apport nutritionnel plus important pour les variétés cultivées par rapport aux variétés sauvages. Là, ce tableau vous permet de faire une comparaison de la version sauvage et de la version cultivée de 3 espèces. Donc on retrouve les informations concernant la carotte. Donc ici, on voit bien que les feuilles sont finement divisées dans les 2 cas. Donc pas de différence morphologique au niveau de la feuille. Par contre, une différence morphologique importante au niveau de la racine qui est très développée, orangée, riche en carotène, et souple et juteuse, alors que la version sauvage est ligneuse. La lignine, on l'avait vu, c'est une molécule qui va imprégner la paroi végétale et la rigidifier. Donc ici, la souplesse de la racine de carotte cultivée s'explique certainement, ça s'explique comme ça, il faudrait le vérifier par une manipulation, mais par une teneur en lignine beaucoup plus faible. Et donc dans ce cas, on voit bien que la partie qui a été modifiée, qui a subi le plus de modifications, c'est la partie qui est consommée par l'homme. Les feuilles qui ne sont pas consommées ne sont pas modifiées. Vous pourrez regarder en détail les 2 autres exemples où on retrouve la même information, que la partie qui est consommée par l'homme, eh bien, c'est l'organe qui a été le plus modifié par rapport à la version sauvage. Donc là, on va s'attarder un peu plus sur le maïs pour comparer la version sauvage, la théocynthe, qu'on a identifiée grâce à des études archéologiques et génétiques, et la version cultivée, le maïs. Donc on voit que la théocynthe, la plante sauvage, a une tige principale et de nombreuses ramifications, alors que la version cultivée n'a qu'une seule tige principale. Ici, on voit par exemple l'intérêt en termes de récolte, où c'est beaucoup plus facile de récolter les épis qui vont provenir des inflorescences femelles après la fécondation, s'ils sont répartis sur une seule tige. De plus, le fait que les épis soient sur une seule tige permet de concentrer la production des molécules organiques sur ces épis-là, alors que quand on est dans une plante qui a beaucoup de ramifications, eh bien on va avoir une répartition des molécules organiques fabriquées en différents points de la plante. Vous pouvez remarquer chez le maïs qu'on a des fleurs qui sont mâles et femelles qui sont séparées,
Ils sont présents sur la même plante, mais on a les fleurs mâles à l'extrémité de la tige et les fleurs femelles à l'aisselle des feuilles. On va comparer ici les épis. Donc celui de la théocinthe est beaucoup plus petit que celui du maïs, on le voit avec l'échelle. On voit au niveau des formes intermédiaires, à des stades intermédiaires de domestication, qu'on a des tailles intermédiaires. Donc la différence au niveau de la partie consommée, c'est-à-dire l'épi, se joue au niveau de la taille, mais pas seulement. On voit aussi qu'il y a une différence quant au nombre de rangées de graines. Donc là, on va avoir 2 rangées de graines, tandis que là, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de rangées de graines. Ces informations, on les retrouve dans ce tableau quant à la partie aérienne, ramifiée ou une seule tige, les épis avec très nombreux et avec 2 rangées de graines chacun. Ici, un à plusieurs épis mais sur une seule tige et chacun comportant une vingtaine de rangées de graines. Une autre différence, c'est le devenir des graines. En effet, dans la version sauvage, les épis le lien entre les épis et la plante est assez fragile. Donc les épis vont se désarticuler et les grains vont tomber au sol, ce qui permet la reproduction, la formation d'une nouvelle plante. Mais chez le maïs actuel, les épis sont stables, les grains vont rester soudés. Donc les épis vont rester au niveau de la plante et les grains soudés. Ce qui est avantageux puisque du coup ça permet de faciliter la récolte et d'augmenter les rendements. Imaginez que la majorité des grains tombent au sol, et bien forcément le rendement au niveau du maïs serait très très faible, ce qui n'est pas intéressant pour l'homme. Dans le dernier point, on va regarder la structure, la composition des graines. Donc chez le maïs ou la théocinthe, donc on retrouve une différence de taille, une différence aussi de masse qui doit très certainement, il faudrait le vérifier par des comparaisons moléculaires, mais qui doit certainement être le reflet d'une différence de quantité en molécules organiques, notamment en glucides. L'autre différence à remarquer, c'est par rapport à la glume, cette enveloppe qui protège le grain. Elle est en effet très fine au niveau du maïs, alors qu'elle est épaisse et rigide au niveau de la théocinthe. Donc pour pouvoir manger le grain de la théocinthe, il faut casser la glume. Sinon, c'est les dents qu'on casse. Donc on a une glume réduite chez le maïs et épaisse chez la théocinthe. À côté, vous avez une comparaison de l'expression du gène TGA1 au cours du développement d'un épi de maïs ou de théocinthe, et on a recherché le produit de l'expression du gène, c'est-à-dire la protéine TGA1 dans les 2 cas. Et on la repère grâce à des anticorps spécifiquement dirigés contre cette protéine. Donc plus il y a de protéines, plus les anticorps se sont fixés et plus la marque est importante. C'est ce que l'on voit comme résultat au niveau de la théocinthe. Ce qui permet de dire qu'on a une grande quantité de protéines TGA1 chez la théocinthe, qui peut être reliée à l'épaisseur de la glume, alors que chez le maïs, on a une très faible quantité de cette protéine TGA1 associée à une glume plus fine. Par ailleurs, si l'allèle de la théocinthe codant cette protéine TGA1 est transférée au maïs par une transgénèse, on va observer le développement de glumes autour des grains de maïs. Donc on voit ici qu'on a des différences génétiques qui permettent d'expliquer les différences morphologiques. Donc, comment on va expliquer que les plantes cultivées soient absentes des milieux naturels? Alors, comme on l'a vu, chez la version cultivée, les grains ne tombent pas au sol dans le cas du maïs, mais c'est aussi le cas chez le blé, l'orge et le riz. Et on voit qu'au fur et à mesure de la domestication, la proportion de fruits non disséminants, c'est-à-dire qui ne tombent pas au sol, qui ne se ressèment pas tout seuls, augmente. Ce qui est avantageux pour l'homme, encore comme je vous l'ai dit, par rapport à la récolte. Mais du coup, la plante, elle, ne peut pas se reproduire toute seule si ses grains ne tombent pas au sol. Si les grains ne sont pas disséminants, la possibilité de reproduction de la plante est très faible, ce qui explique la faible quantité des plantes cultivées en milieu naturel, puisqu'elles sont, entre guillemets, handicapées par rapport à leur reproduction. Ici, c'est sur un autre point qu'on peut voir leur absence des milieux naturels. On a des ravageurs qui sont présents,
Et là, les larves de doryphores, et on compare la tomate sauvage et la tomate domestique. Dans les deux cas, il y a des feuilles à l'extrémité, des poils à l'extrémité des feuilles. Mais chez la version sauvage, il y a une très forte quantité d'une molécule toxique à l'extrémité des poils. Et cette molécule toxique est absente des poils de l'espèce cultivée. Donc, ici, on regarde la quantité moyenne de feuillage consommé par les insectes. Chez la plante sauvage, avec les poils, la quantité de feuilles consommées est faible. Si on lui retire artificiellement les poils, eh bien, la quantité de feuilles consommées est beaucoup plus grande. De la même façon, le pourcentage de survie des larves à la fin de leur stade larvaire, quand les poils sont présents, eh bien, est nul, donc il n'y a pas de survie, alors qu'avec les poils, sans les poils, les larves se développent, et avec les poils, elles ne se développent pas. Ce qui montre que la tomate sauvage, grâce à cette molécule toxique, évite les larves, et donc c'est un mécanisme de défense naturel. Par contre, donc l'importance de cette molécule toxique. Chez la tomate cultivée, qui n'a pas cette toxine à l'extrémité des poils, eh bien on voit que du coup la différence, que ce soit avec ou sans poils, la différence pour la quantité de feuillage consommé est très faible. Elle est négligeable. De la même façon, la quantité de survie des larves est équivalente avec ou sans poils. Donc on voit vraiment le rôle de cette molécule toxique, ce mécanisme de défense. Mais puisque la tomate cultivée n'a plus ce mécanisme de défense, eh bien elle ne peut pas se protéger toute seule. Donc elle va être extrêmement sensible dans un milieu naturel. Alors que dans un milieu où l'homme l'entretient, eh bien, il va pouvoir lutter lui-même contre les ravageurs. Donc là, vous avez un tableau qui vous récapitule l'ensemble de ces caractéristiques différentes entre les espèces sauvages et les espèces domestiquées. Il n'y a pas ce qu'on vient de voir par rapport au mécanisme de défense, mais vous pouvez retrouver ce qui concerne la solidité de l'épi, le mode de fécondation, et donc ce qui concerne la reproduction de la plante entre l'espèce sauvage qui va disséminer toute seule ses grains, contrairement à l'espèce domestiquée. On voit aussi au niveau de la maturation des graines que dans la version sauvage, la maturité des graines est étalée dans le temps, ce qui va augmenter la possibilité que les graines fassent leur maturation dans des conditions optimales. Ce qui n'est pas le cas pour la plante domestiquée, où il y a une maturation synchrone. Donc c'est un inconvénient pour la plante si à ce moment-là les conditions ne sont pas bonnes. Mais comme en fait dans ce cas-là c'est l'homme qui va maîtriser la croissance de la plante, ça va permettre une récolte en une seule fois. Donc vous avez cet ensemble de caractéristiques qui montrent les différences entre l'espèce sauvage et l'espèce domestiquée, qui correspond à ce qu'on appelle le syndrome de domestication et qui explique que les plantes domestiquées soient incapables de vivre dans un milieu sauvage sans l'action de l'homme.